Caroline Bordelelane, donc directrice adjointe à la RSE chez Cdiscount. Très bien, merci beaucoup madame. Alors Cdiscount, on ne les présente plus, hein. En plus ils sont nés à Bordeaux, voilà, 2 frères, etc. Voilà, tout le monde connaît Cdiscount. Ici, nous avons Delphine Jamet. Delphine Jamet, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore, mais qui est donc élue à la métropole. C'est ça, je suis adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques, de la stratégie de la donnée et conseillère métropolitaine déléguée au numérique. Voilà, alors nous on va retenir spécialiste du numérique, ça vous va? À l'échelle de la métropole. Super. Ici, nous avons Régis Castagnet, qui est directeur général d'Equinix, qui nous racontera d'ailleurs ce que ça veut dire précisément. Voilà, vous avez fait toute une carrière dans le monde des télécoms qui n'a plus de secret pour vous, aussi le monde de la finance et des marchés, donc ça c'est intéressant pour notre sujet. Et puis, bon, il arrive de Paris, mais son cœur est à Bordeaux, il a une fille à Bordeaux, il s'intègre là maintenant, on s'implique de plus en plus dans la French Tech, et surtout, Equinix vient d'ouvrir un nouveau data center à Bordeaux. Vous nous en direz plus. C'est le seul homme que vous avez vu de l'Assemblée. Merci d'être là. Et j'en suis très heureux. C'est tel, vous êtes très bien entouré. Hein. Merci, oui. Voilà. Madame donc, Lisa Bellulot, qui est secrétaire générale chez Bouygues Télécom et qui porte du coup tout l'aspect juridique, réglementaire, justement aussi RSE, affaires publiques, etc. Donc toutes les choses très compliquées où on est en lien avec les autorités de la concurrence, l'autorité de la concurrence, l'Agence nationale des fréquences, les systèmes de sécurité de l'information, enfin voilà, tout ce qui peut paraître un peu comme ça, difficile d'accès pour les simples consommateurs de numérique que nous sommes. Mais vous nous raconterez comment votre regard est important pour numérique et transition. Et puis enfin, mais Maya Noël, que j'ai eu au téléphone aussi, et qui est directrice de France Digital. Au départ, des start-upeuses elles-mêmes, et puis vous avez rejoint les troupes pour un projet qui s'appelait Talent. Et France Digital, aujourd'hui, c'est la plus grosse association, finalement, qui est chargée et de détecter, si j'ai bien compris, et ensuite d'accompagner, depuis même l'amorçage, les Next 40, on dit. Hein, les 40 prochaines start-up qui comptent voilà, en France. Donc vous nous direz un peu plus là-dessus. Alors, on démarre vite, on a 3 quarts d'heure ensemble. La première question est pour Maya Noël, justement. Ça tombe bien, c'est pour vous. Voilà, déjà racontez-nous justement, France Digital, un peu sa mission, son métier, et du coup, quelle est la vision que vous pouvez nous transmettre aujourd'hui de numérique et transition écologique ? Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, France Digital, c'est la plus grosse association de start-up en France et en Europe. On réunit 2000 membres à la fois start-up et investisseurs. Et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur croissance pour créer les futurs champions du numérique qui vont pouvoir peut-être concurrencer les Google et Amazon qu'on connaît bien. Donc notre rôle, il est à la fois opérationnel et réglementaire, on va dire. On est un peu considéré comme le lobby des startups, parce que pour aider les startups à émerger, il faut les aider sur tous leurs sujets opérationnels, que ce soit la levée de fonds, les recrutements, l'accès à des nouveaux marchés. Et puis sur le volet réglementaire, comment est-ce qu'on peut créer le cadre favorable pour justement que ces startups évoluent dans le bon sens, parce qu'il y a une notion de business. Mais nous, on poussait aussi énormément la notion d'impact de ces startups. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que le cadre réglementaire soit favorable à la croissance, mais aussi à une croissance responsable ? Voilà, donc depuis 3 ans, vous mettez un focus particulier sur les croissances vertueuses à impact positif. Tout à fait. Ok. Évidemment, vous fonctionnez très régulièrement, même au quotidien, avec toutes les instances politiques, institutionnelles. Donc vous connaissez bien aussi ce monde-là. Vous auriez quelques chiffres à nous donner parce qu'on parle beaucoup du coup de la balance entre les gains et en même temps les impacts négatifs que peut avoir le numérique. Et ça permet de créer des nouveaux bassins d'activité, notamment dans certaines villes. Peut-être, on s'imagine qu'il n'y a que en ville. Voilà. Alors, c'est quoi quelques chiffres pour oui, c'est vrai que l'écosystème start-up a une image assez parisienne qui lui colle à la peau. Parce qu'il est vrai que... Bon, alors là, vous êtes à Bordeaux, excusez-moi. Mais je sais, et moi j'habite à Bordeaux. Hein, et, pas de souci, il y a beaucoup de start-up à Bordeaux. Il y a beaucoup de trucs qui se passent ici. Il y a eu un très bel événement de la French Tech avec plus de 1000 personnes il y a 2-3 semaines. Non, mais voilà, l'écosystème de bordelais est hyper actif. Et justement, c'est ça les chiffres que je veux avancer, c'est qu'il y a eu une image assez longtemps parce que les grosses levées de fonds, les grosses startups étaient, il y a, je veux dire, 5-10 ans, très parisiennes. Et là, depuis 2019, on voit que plus de 50% des startups qui se créent en France se font hors de l'Île-de-France. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, il y en a partout. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des sociétés qui sont numériques et impact by design et qui vont favoriser très facilement le télétravail et les équipes
disposés partout en France en fait. Et il n'est pas rare d'avoir une société même très jeune avec une quinzaine de personnes qui a déjà des bureaux dans cinq villes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui même ne pas aller dans des territoires, des régions où il y a moins de start-up, c'est aussi un énorme avantage concurrentiel pour recruter des talents. Et comme c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, quand on veut pouvoir se développer, de fait, les start-up favorisent l'émergence de nouveaux territoires dynamiques. Ok, merci. Merci beaucoup. À l'échelle de la métropole, Delphine Jamet, vous diriez que les gains du numérique on les voit dans quel grand secteur structurant de la vie d'une métropole ? Il faut voir les gains de façon globale, je pense. Très bien. Et aussi les inconvénients, parce qu'il y a forcément des inconvénients. Je pense que très clairement, sur le télétravail, on a tous vu l'apport que pouvait faire le numérique sur la question du télétravail, et donc du coup, un gain sur les mobilités à un moment donné. Sachant qu'il faut rationaliser tout ça à un moment, c'est-à-dire que le gain du numérique sur le télétravail ne pourra se faire que si à un moment donné on arrive à rationaliser nos mètres carrés aussi, si les entreprises rationalisent leurs mètres carrés. Donc là, sur l'impact carbone du télétravail et donc le vilain côté entre guillemets du numérique, on pourra le compenser grâce à l'énergie qu'on aura économisée. Donc en fait, il faut vraiment le regarder sur du plus long terme, à mon avis, que sur un instant T, un one-shot, et donc le voir de façon globale. Donc là, il y a tout un travail quand même pour les entreprises de lancer aussi cette démarche de rationalisation des mètres carrés si on se lance vraiment dans du télétravail. Après, je pense que très clairement, et vous l'avez dit, on a un vrai gain économique avec des talents qui viennent sur la ville et sur la métropole pour développer des compétences et par exemple, je vais en citer une start-up qui est vraiment, je pense, très importante, qui est Tetris, qui est une start-up de la cybersécurité et qui s'est montée à Pessac et très clairement qui peut être l'avenir pour la cybersécurité au niveau européen. Et donc je pense que c'est vraiment important et voilà, on arrive à délocaliser finalement des entreprises sur le territoire grâce au numérique et donc la vie économique du territoire qui est plus florissant. Donc là, on a un vrai gain sur ça. Merci. Alors chez Bouygues, un très très gros opérateur, évidemment. Alors vu comme ça de l'extérieur, on se dit mais comment un gros opérateur comme ça peut soutenir l'idée que les grandes ruptures techno comme la 4, la 5G, alors je connais rien en plus, moi, la fibre, etc., sont aussi au service de la transition. Comment est-ce que vous résolvez, vous, ce paradoxe ? Alors, il faut savoir en effet que le passage... Parlez bien proche du micro, sinon on ne vous entend pas et comme en plus il y a du bruit ambiant. Le passage à la fibre et le passage à la 5G, qui accompagne pour l'instant la 4G avant de devenir autonome, sont en elles-mêmes porteuses d'efficacité énergétique. Par exemple, la fibre remplace progressivement les abonnements ADSL que vous connaissez à partir du réseau cuivre. Elle consomme 3 fois moins d'énergie que le cuivre. Et la 5G consomme 3 fois, pour l'instant, moins d'énergie que la 4G, et à terme peut-être 10 fois. Pourquoi ? Parce que les antennes qu'on va développer, elles vont en fait adapter le signal radio aux besoins. C'est un peu comme quand vous rentrez dans un appartement dont les pièces s'éclairent uniquement en fonction de votre présence et s'éteignent automatiquement à chaque fois que vous sortez. Donc là déjà, en elles-mêmes, ces ruptures technologiques créent des gains d'efficacité énergétique très substantiels et de façon beaucoup plus intéressante, génèrent aussi des économies d'énergie potentiellement si les usagers, en particulier professionnels, s'en saisissent. Donc Madame Jamet parlait tout à l'heure du télétravail. C'est évidemment un des grands acquis de ces 2 dernières années, avec un essor considérable du télétravail, évidemment à cause de la crise sanitaire, mais qui n'a pu être au rendez-vous que parce que, évidemment, on avait les réseaux télécoms qui permettaient de le faire. Et les data centers derrière. Bon, ça, voilà, et les data centers derrière, je suis sûre que Régis va rebondir ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des petites économies d'énergie à ce stade qui vont effectivement être maximisées au fur et à mesure que les aménagements de bureaux vont être faits. Mais d'ores et déjà, c'est substantiel. Moi, je crois beaucoup à l'effet colibri. C'est-à-dire le petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie dans la forêt, il contribue malgré tout
à son échelle, à des gains qui sont environnementaux intéressants. Donc si je reprends l'exemple du télétravail, si on est à 2 jours de télétravail par semaine, ça fait malgré tout, à l'échelle de chaque individu, 2 allers-retours en avion Paris-Toulouse économisés. Donc c'est quand même intéressant. Ce que l'on fait aussi avec une continuité technologique, je ne vais pas rentrer dans les débats sur les technologies d'objets connectés, même si on vient de sortir une nouvelle technologie récemment chez Bouygues Telecom qui s'appelle NB-IoT. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant à disposition des collectivités territoriales, des entreprises et technologies qui permettent de mieux relever les fuites d'eau, les pertes d'énergie dans les réseaux de manière générale, là aussi, on est à l'origine de gains d'énergie considérables. Il y a environ 15 jours, j'étais au Salon des maires et donc j'avais eu le plaisir d'être à une table ronde avec la maire de Limours, une petite commune dans l'Essonne, et qui nous disait que grâce à la technologie développée sur les relevés de compteurs d'eau, d'hygrométrie, dans les stades, à la piscine, etc., elle avait fait 25% d'économie d'énergie en quelques années. Et du coup, elle a convaincu une grande majorité de membres de la communauté d'agglomération d'investir elle aussi pour, à terme, rapidement rentabiliser son investissement et même le maximiser avec des économies d'énergie à la clé. Les data centers sont aussi un autre exemple. Je pense que Régis va nous en parler. Et je pourrais continuer ainsi longtemps sur les chantiers du bâtiment intelligent, mais peut-être on aura l'occasion. Voilà, on y reviendra après. Alors, chez Cdiscount, évidemment, aussi, on est convaincu que numérique peut rimer avec transition écologique, enfin, que ça peut aller de pair. Quelles sont les actions concrètes dans différentes directions, d'ailleurs, aussi bien auprès de vos clients qu'auprès de vos fournisseurs, que dans vos modes de distribution? Comment vous conciliez tout ça? Alors, il y a beaucoup d'actions. D'abord, au niveau de nos opérations. Le premier point, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la logistique, c'est un élément majeur quand on parle du e-commerce et qu'on peut travailler pour la rendre plus responsable. C'est un engagement que nous avons depuis une dizaine d'années. Nous sommes pionniers dans ce domaine. Nous avons beaucoup travaillé d'abord dans les entrepôts pour travailler sur le vide dans les colis. C'est pas évident pour tout le monde, mais ça a un impact majeur parce que quand on réduit le vide dans les colis de 30% grâce aux emballeuses 3D qu'on a chez nous, qui adaptent exactement aux dimensions de nos cartons, et bien derrière, on économise des consommables et des cartons. C'est la même chose quand on Et de la place dans les camions. Oui, c'est la même chose quand on travaille justement sur le chargement. Aujourd'hui, on travaille sur du chargement en vrac au lieu du chargement sur palette. Et ça nous permet en fait de faire un Tetris dans nos camions et là encore de gagner 25 à 30% de chargement. Et tout ça cumulé, ça fait 6000 camions en moins sur les routes chaque année pour notre activité. Et quand on voit les chiffres de développement du e-commerce, c'est absolument majeur de travailler là-dessus. On travaille aussi avec l'écosystème, avec les transporteurs, sur les modes de livraison alternatifs. On déploie des flux, par exemple, avec la LGV. Quand on parle de livraison express, aujourd'hui, les clients qui, à Paris, commandent en express, en fait, bénéficient de flux qui sont verts depuis nos entrepôts jusqu'à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, par exemple, puis prennent la LGV. Et ils sont livrés en dernier kilomètre électrique dans la région parisienne. Donc en fait, il y a énormément de solutions qui existent. On développe ça en regardant vraiment tous nos flux pour faire grossir cette part de transport alternatif. Et puis, souvent, on parle de la livraison à domicile ou de la livraison au point retrait. Eh bien, on travaille aussi sur le point retrait avec un maillage territorial extrêmement dense et qui couvre à la fois les zones urbaines et rurales. Par exemple, on a un réseau de points retrait avec Agricoli. Donc, ce sont des exploitations agricoles où les clients peuvent venir chercher leurs colis et ça permet de réduire les distances qui sont parcourues par chaque consommateurs et qui ont un rôle très important dans le bilan carbone associé à la livraison des colis. Donc on a vraiment cette approche complète et puis je pourrais aussi parler du numérique pur et je m'arrêterai là pour ce premier tour. On travaille beaucoup sur le site, sur le poids du site parce qu'en fait quand on allège le site, on le rend d'une part plus performant et plus sobre. Et en fait, ça nous permet de diminuer le nombre de serveurs dont on a besoin, de diminuer l'impact sur le réseau qu'on a et de diminuer l'impact sur les appareils de nos utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le poids global du numérique, qui aujourd'hui est à peu près à 4% des émissions globales quand on regarde les émissions carbone, il y a une grosse partie qui est liée aux appareils. Et donc, en évitant de contribuer au vieillissement prématuré des appareils, on a un vrai impact. Voilà. Merci.
Et alors pour finir, Equinix, donc déjà ce serait intéressant que vous nous racontiez, voilà, côté en bourse évidemment, leader international en fait du data center. Vous m'avez raconté hier avec des mots simples ce que c'est qu'un data center, je pense que d'autres ici pourraient en bénéficier, ce serait intéressant. Et aussi que vous nous disiez juste Equinix, ce que ça signifie. Merci. Et merci de m'avoir passé en dernier parce qu'en fin de compte, Cdiscount est un client, il en est même pour Bouygues Telecom, des grandes startups type Criteo sont également chez nous et vous avez donné plein d'exemples d'impact que la bonne utilisation de l'informatique peut avoir sur l'environnement. Donc on y reviendra après. En 2 mots, un data center, c'est une espèce de place de marché. C'est un hub, un aéroport où est hébergée l'informatique du monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans un data center? On va avoir des producteurs et des consommateurs. Les consommateurs sont les entreprises, comme par exemple Cdiscount, et les producteurs sont tous les gens qui font des services à destination de ces entreprises. Donc on va retrouver les opérateurs télécoms, on va retrouver les opérateurs de cloud, on va retrouver toutes les sociétés de services, les grands du SaaS par exemple. Et tous ces gens, parce qu'ils sont au même endroit, vont pouvoir échanger directement leurs données. Et aujourd'hui, tous les sujets dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qu'on a effleurés, qui sont les sujets qu'on appellera l'intelligence artificielle, ou l'Internet des objets, ou le big data, l'analytique, bref, tous ces sujets qui permettent les transformations qu'on voit aujourd'hui et qui ont, in fine, des impacts numériques, eh bien, tous ces sujets se finissent dans un data center au sein d'un écosystème. Et c'est pour ça que j'ai quelque part la chance de travailler dans ce métier parce que je vois toutes ces transformations qui utilisent mon data center, ou plutôt nos data centers, on en a 227 dans le monde, et qui, grâce quelque part à ces data centers, se connectent à leur écosystème et mettent en place toutes les solutions innovantes comme celles dont vous venez de parler à l'instant. Alors du coup, évidemment, l'image qu'on a, nous, du data center, même si on en est les premiers consommateurs, évidemment, finaux, forcément, c'est chacun d'entre nous. C'est eux vos clients, mais c'est nous, finalement, les principaux consommateurs aussi. On a un peu l'image de la bête noire, quoi. Le data center, c'est le truc qui va consommer vachement d'énergie. Il faut en reconsommer pour refroidir les machines. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce métier, pour, là aussi, concilier le mieux possible les paradoxes ? Alors très clairement, on a une responsabilité très forte en la matière. Et puis j'ai la chance d'être une entreprise californienne, donc on a commencé assez tôt, en 2014 en l'occurrence. Avant même les accords de Paris, etc. Avant les accords de Paris, tout à fait, où on s'est engagé, à utiliser 100% d'énergie renouvelable en 2030. On est aujourd'hui à 92% au niveau mondial, 100% au niveau français, 100% dans le data center de Bordeaux par exemple. Donc ça c'est un premier pas. Et l'autre chose, on s'est engagé auprès de l'Europe en 2030 à être carbone neutral. Alors, si on prend la consommation, et ça c'est un chiffre que je voudrais que vous reteniez, les espaces de data center, depuis 2014, ont été multipliés par 6. Donc on a multiplié par 6 notre surface d'activité. Parce que concrètement, je veux dire, il faut des gros racks où on met les trucs dedans. Il faut quand même de la surface. Plein d'espaces, des bâtiments très techniques et garantir en fin de compte la disponibilité et la sécurité du système d'information. Donc on a multiplié par 6 notre activité et en parallèle, on a augmenté entre guillemets, de 148% notre consommation électrique. Ça veut dire multiplié par quoi ça? Multiplié par 1,48. 1,48, voilà. Tout à fait. Et on a diminué, versus x6. Et on a diminué de 50% notre empreinte carbone. Et ça, c'est particulier quand même à ce monde du data center parce que j'ai l'habitude de dire que quand l'écologie rencontre l'économie, on a des solutions assez évidentes. Or, mon activité a à peu près un tiers de son compte de résultat qui tient à la consommation énergétique. Et donc pour nous, data center, et je parle au nom de toute la filière, en fin de compte, s'engager dans moins de consommation et une consommation plus vertueuse, c'est quelque chose d'assez naturel et qui en plus est demandé par tous nos clients. Un peu comme les entreprises qui réfléchissent à l'optimisation de leur foncier quand même, quand il y a du télétravail. Il n'y a pas besoin de leur demander. Je pense que les chefs d'entreprise, ils savent faire ça, parce qu'ils ne vont pas payer longtemps pour rien. Donc voilà. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, ça devient de toute façon même enjeu écologique ou pas, c'est un vrai enjeu économique aussi. Tout à fait. Et dans lequel on est très engagé. Là, je parle aussi pour la filière data center. Donc, on est représenté par France Data Center, qui d'ailleurs ici a organisé il y a un mois une rencontre où ce sujet de l'environnemental était prépondérant parce que le data center, encore une fois, est un des facilitateurs, mais en même temps un des récipiendaires de tous ces développements numériques.
Merci, merci. Je suis en train de regarder. Voilà, là, on parle maintenant de relance. Hein, alors, par exemple, Cdiscount, là aussi, évidemment, comment est-ce que vous contribuez ou avez contribué, même peut-être pendant la crise, d'ailleurs, à la relance économique? C'est-à-dire que là aussi, l'idée, c'est que le e-commerce ne soit pas un concurrent, mais bien complémentaire du commerce physique. Comment vous voyez ça? Alors, je dirais qu'il y a deux axes, en fait. Déjà, nous, la façon dont on conçoit l'économie numérique, c'est une interaction permanente avec l'écosystème. On a parlé des transporteurs tout à l'heure, des data centers. On collabore aussi beaucoup avec les startups, notamment sur des sujets qui sont tournés vers nos clients. Là, c'est un sujet plutôt de transition toujours écologique et de comment on donne aux consommateurs des clés pour agir différemment. Par exemple, quand on promeut la seconde vie des produits en travaillant avec de nombreuses startups innovantes qui vont reprendre, reconditionner, collecter des produits pour leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est un axe très fort chez nous. Et on contribue aussi à la relance avec un engagement très fort chez nous autour du Made in France, par exemple, puisqu'on a créé un espace il y a plus de 2 ans maintenant qui est dédié aux produits qui sont fabriqués en France avec plus de 50% du prix de revient unitaire qui est acquis en France. Et c'est extrêmement important parce que c'est une vision exigeante du Made in France. On a un vrai retour sur les territoires, en fait. Et dans cet espace, donc, on montre des produits au consommateur, on lui permet de trouver ses produits, d'avoir confiance quand il les choisit. Et on lui permet de découvrir les entreprises qui sont derrière, toujours dans cette vision d'écosystème. Et puis on travaille aussi beaucoup sur le sujet de la digitalisation des TPE-PME. C'est fait partie de notre quotidien puisqu'on a plus de 5000 vendeurs sur notre marketplace qui sont des TPE-PME françaises. Et on a accéléré évidemment dans le cadre de la crise sanitaire notre accompagnement en mettant en place un accompagnement humain pour ceux qui étaient encore peu familiers de l'univers numérique parce qu'au-delà des formations, des webinaires, des outils, vraiment le lien humain, on l'a vu, a fait toute la différence. Tout comme on a mis en place des conditions tarifaires exceptionnelles puisqu'il y avait en fait une gratuité complète du dispositif pour permettre à des acteurs de se lancer sur ce nouveau segment et de faire en sorte que le numérique ne soit pas un concurrent à leur commerce traditionnel mais qu'il soit un moyen complémentaire, un vrai levier pour développer l'activité à côté. Voilà. Merci. Et chez Bouygues, concrètement, qu'est-ce que vous faites là aussi pour soutenir le changement d'usage, toute cette transition écologique chez vos consommateurs? Alors évidemment, pour nous, la transition écologique, ça a déjà été dit, ça suppose d'agir avec des partenaires. Vous connaissez tous le ruban de Mobius sur l'économie circulaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas agir seul, qu'on peut agir ensemble. La neutralité carbone, elle se construit en fait à l'échelle d'un pays et même à l'échelle mondiale. Donc on a souscrit des engagements Accord de Paris. On diminue de 50% à l'horizon 2030 nos émissions directes. Et c'est beaucoup plus rare, on s'engage aussi pour des émissions indirectes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, agir pour réduire les émissions indirectes? Ça veut dire d'abord agir de manière pédagogique par rapport à ses clients. Donc, on a mis à la disposition de tous, abonnés Bouygues Télécom ou abonnés d'autres opérateurs télécoms, une application qui permet de mesurer ses propres usages, de se fixer des objectifs pour les optimiser, pour diminuer son empreinte carbone, grâce à des petits conseils et des outils, là aussi, qui sont disponibles sur cette application. Par exemple, se connecter en Wi-Fi aussi souvent que possible chez soi, mais aussi chez son meilleur ami, chez ses parents, au bureau. Ça permet de consommer 4 à 10 fois moins d'énergie, de se connecter en Wi-Fi, optimiser la gestion de ses signés mails, etc. De façon et même prolonger la vie des smartphones, ça? Alors voilà, j'y viens, absolument. Vous avez une très bonne idée. On est très engagé aussi dans la seconde vie des smartphones. Parce que les smartphones, c'est un élément essentiel justement de nos émissions indirectes. C'est un élément essentiel de la vie des Français. Je crois qu'en moyenne, on passe 2h30 par jour sur Internet. Alors, pas seulement sur son smartphone, mais sur son ordinateur et sur Internet. Mais comme nous-mêmes, on est aussi vendeurs de smartphones, on tient vraiment à optimiser leur durée de vie. On est engagé dans une politique qui s'appelle le 4R. Alors, d'abord, la réparation. On propose à tous les clients qui détiennent les forfaits Sensation de venir réparer gratuitement son téléphone en boutique pour effectivement maximiser sa durée de vie, limiter le renouvellement et donc l'empreinte au stade de la fabrication qui est la plus importante. On est aussi leader européen de la reprise et du recyclage.
Pourquoi ? Parce que notre engagement ne date pas d'hier, il ne date pas des accords de Paris, il date d'il y a déjà 10 ans. Et donc, on a 900 bornes à disposition de nos clients, et donc on reprend leurs téléphones et on les recycle. Et on propose aussi de reconditionner les téléphones, alors avec un diagnostic direct en boutique, qui vous permet immédiatement de connaître la valeur de votre téléphone, le cas échéant de monétiser aussi cette valeur, et d'effacer devant vous les données personnelles pour être sûr que voilà, personne n'aura accès ensuite à vos données personnelles. C'est un élément de confiance assez important. Il n'y a pas que les smartphones, il y a aussi les box, puisqu'on est nous-mêmes fabricants de box. Donc on pratique l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on utilise des clips plutôt que de la colle ou des vis pour pouvoir réutiliser. Alors la durée de vie des box est déjà plus importante que celle du smartphone, donc c'est déjà bien. Et on améliore aussi la performance énergétique de ces box. À chaque génération, elle augmente de 29%, cette performance énergétique. Et on utilise nous-mêmes, on fait nous-mêmes un circuit de recyclage avec un partenaire qui s'appelle Cordon. Merci. Maya Noël, du coup, d'un point de vue réglementaire, est-ce que vous avez, en tant qu'acteur de cet aspect-là des choses, moyens d'influencer des usages plus responsables ? Oui, ça consommation plus responsable. Ça fait complètement partie de nos combats. On parlait beaucoup des objets reconditionnés. Aujourd'hui, il y a un enjeu en France qui est qu'on n'a pas encore une couverture à 100% de haut débit. Il n'est pas partout. On a effectivement des PME, des PME, des TPE qui ne sont pas complètement numérisés. Donc effectivement, mine de rien, le Covid a eu un effet positif là-dessus parce que ça a accéléré. On dit qu'on a gagné 3 ans en digitalisation chez tous les acteurs de manière transversale. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place d'un point de vue réglementaire pour accélérer tout ça. Sur le sujet du reconditionnement, nous, ce qu'on pousse, c'est par exemple une TVA à 5,5%, la diminuer, pour inciter du coup les consommateurs à acheter des produits reconditionnés. Dans cette même logique-là, pour qu'il y ait le numérique s'accélère, notamment dans les PME et les TPE, c'est de proposer partout en France des crédits d'achat, des crédits d'impôt pour permettre d'acheter du matériel et faire en sorte que ça soit aussi couplé avec cette idée d'avoir du matériel reconditionné. Pour pouvoir avoir ces crédits d'impôt, il faut pouvoir acheter du reconditionné. Donc effectivement, si on pousse le cadre réglementaire, si on incite, c'est un très très bon moyen d'accélérer toujours plus cette transition. Comme dans le secteur automobile, finalement, par exemple. Tout à fait. C'est les mêmes principes. D'accord, merci. Alors, merci. Oui, Bordeaux Métropole. Non, je voudrais juste rajouter ce qui n'a pas été dit, c'est que l'impact carbone du numérique, plus de 80%, c'est le matériel. Donc, ce n'est pas forcément... les réseaux, c'est pas forcément les data centers, c'est vraiment les terminaux. La production, c'est vraiment aussi, les terminaux. Et impact non seulement carbone, mais environnemental à cause des terres rares et de l'eau aussi produite. Donc là, il y a un vrai enjeu et je pense que effectivement la réglementation doit aller beaucoup plus loin et que les entreprises, de toute façon, vont aussi faire des économies en allant vers du reconditionné et surtout en rentrant dans ce cycle de l'économie circulaire. Donc et ça va développer aussi des emplois locaux non délocalisables. Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est le bon cercle vertueux du numérique. Mais on n'en est pas tous quand même à ce niveau-là. Je tiens à le dire quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du reconditionné, c'est pas encore le marché du neuf. Quand on a des pubs géantes, je suis désolée, à côté, pour l'iPhone 13, ça ne pousse pas à aller chercher l'iPhone 10 reconditionné potentiellement, mais bien à aller chercher du nouveau. Donc je pense qu'il y a un vrai... Je sais que je ne vais pas être très sympathique en disant ça, mais il y a un vrai impact aussi de la publicité. Et je pense qu'on doit, tant qu'opérateur... Mais ça, il y a des entreprises et même des startups dont c'est le métier, Displace, qui est très en avant en ce moment, par exemple, qui est un opérateur de pub, va très certainement aussi s'emparer. Ça, après, c'est des évolutions sociétales, en effet, oui, encore plus où il y a urgence de faire. Je pense que les startups aident beaucoup sur ce sujet-là, parce que quand on parle du reconditionné, la force d'un back market aujourd'hui, c'est que ça a développé une image de marque du reconditionné hyper positive. Exactement, ça devient de plus en plus sexy. Et c'est là où les startups ont un rôle, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans une startup, c'est que ça peut être impact by design. Ça veut dire que dès le départ, elles se construisent avec un objectif d'impact qui soit environnemental ou social très très fort. Maintenant, le rôle, pour aller toujours plus loin sur le réglementaire, c'est faire en sorte que ces acteurs puissent émerger et deviennent des géants. Et là-dessus, nous, il y a une grosse mesure qui nous tient à cœur, c'est la commande publique.
Du coup, parce qu'il faut laisser, et commande publique, et je m'adresse aussi à des grands privés, il faut qu'ils puissent commander auprès des startups. Et donc là, voilà, d'un point de vue réglementaire ou règle du jeu, il faut leur permettre de participer et de grandir. Effectivement, les grands ont un vrai rôle. Je reprends ce que vous dites. Il y a un vrai enjeu d'éducation. Et si je prends mon exemple, tous les ans, on investit, l'année dernière, c'était 4,7 milliards pour créer tous ces data centers. Et donc, on a toute une chaîne de production et des fournisseurs qu'on doit éduquer et auxquels progressivement, on va imposer des règles. Et on s'est engagé à ça dans le cadre de cet engagement auprès de l'Europe pour que tous ces fournisseurs, en fin de compte, respectent nos cahiers des charges, qui sont des cahiers des charges qui respectent l'environnement. Et donc, les startups ont effectivement un gros rôle à jouer. Les très grandes entreprises ont un rôle à jouer aussi parce qu'elles doivent être moteurs pour tirer toute leur chaîne d'approvisionnement. Très bien. Alors peut-être chacun peut se garder une ou 2 minutes d'intervention en conclusion. Donc si vous aviez encore un message, quelque chose que vous n'avez pas pu dire, réfléchissez-y. Et en attendant, on va juste ouvrir le volet un peu plus macro, si vous voulez bien, parce qu'on a la chance ici d'avoir des acteurs qui ont cette ouverture internationale, en particulier aussi européenne. Et on a parlé de cette vision. Alors quand j'ai interrogé ces discours, on m'a dit non, mais il y a numérique et numérique. C'est comme il y a un couteau, il y a couteau à pain et couteau à pain, quoi. Hein. Ça peut servir à couper le pain et à partager le pain comme à trancher une gorge. Bon, voilà. Toujours la question de l'usage qu'on fait des choses, n'est-ce pas? Et il y a numérique, et peut-être bien qu'il y a un numérique européen, un numérique américain, je ne sais pas. Donc c'est intéressant de peut-être croiser les visions là. Est-ce qu'on a les moyens d'imposer une certaine vision du numérique en Europe? Eh bien, nous en sommes bien convaincus. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique s'est développé avec des acteurs américains ou chinois qui prennent une place énorme. Et quand on voit qu'aujourd'hui le numérique est dans le quotidien, ça a une place dans l'économie, dans nos sociétés, dans la vie quotidienne, qui est extrêmement forte. Et finalement, ce sont des entreprises qui ont pu se développer et devenir extrêmement puissantes, même plus puissantes que les économies nationales, et qui ont imposé un peu leurs règles du jeu. Et parfois, et on le voit souvent, c'est difficile de réguler, le législateur court un petit peu derrière, et on a du mal à remettre de l'ordre, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas un état de fait qu'on doit subir. On doit réagir, on doit s'engager, on doit porter une vision. Et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Cdiscount et avec tout notre écosystème. C'est de se dire qu'on peut construire, et que c'est le rôle des acteurs français et européens, de construire une alternative et de proposer aux consommateurs d'avoir le choix. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle numérique, on parle publicité, on parle cloud, réseau. Enfin, c'est énorme en fait. Et on doit pouvoir porter ce message et construire au niveau européen une autre vision. Alors, ça peut paraître un peu le combat de David contre Goliath, mais quand on a beaucoup d'énergie et de la conviction, on est convaincu qu'on peut faire bouger les lignes. Et c'est ce qu'on fait donc en travaillant à la fois vraiment sur nos opérations, en embarquant nos clients, en embarquant notre écosystème et en portant un message. C'est vraiment extrêmement important de montrer tout ce que le numérique peut offrir de très positif et de montrer que c'est concret en fait, que ce n'est pas juste une profession de foi, qu'on est sur le terrain, qu'on ose, qu'on innove, qu'on bouge et que tous ensemble on crée un cercle très, très positif. Et si je puis me permettre, puisque quelque part je représente un peu le Goliath dont vous avez parlé, l'initiative que nous avons lancée avec quelques grands acteurs du cloud et les grandes majeures de tous les pays européens, donc cette initiative européenne, le Data Center Climate Neutral Pact, eh bien c'est nous qui l'avons lancée. On n'a pas attendu l'Europe qu'elle vienne vers nous en nous disant il faut réguler votre système, mais on est allé vers l'Europe ensemble et on représente 80% de l'industrie européenne, donc une grosse masse, et ensemble on est allé dire voilà les objectifs qu'on se fixe. Donc je pense que le Goliath aussi, en tout cas dans certaines industries... Vous voulez dire qu'il peut même se laisser un peu... quelque part, il est aussi force de proposition et le Goliath a compris que de toute façon, l'avenir ne se fera pas sans développement responsable. Peut-être qu'il y a Goliath et Goliath, hein, je ne sais pas. Peut-être des beaux Goliaths et des pas beaux, peut-être. Bon, en tout cas, merci de rendre la complexité c'est un message de la d'espoir réalité. Parce que ça veut dire qu'on est capable de le faire. Oui, oui, c'est important. Alors chez Bouygues Télécom, on regardait un petit peu comment optimiser notre empreinte carbone, au-delà des leviers dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et on est tombé sur une offre assez intéressante d'un opérateur américain, qui pourtant ne sont pas forcément les plus engagés au regard des accords de Paris. Et on s'est aperçu que AT&T, par exemple, diminuait la résolution sur les écrans de smartphone à 480 pixels. 480 pixels, ça vous dit peut-être rien, c'est en gros une qualité DVD adaptée à l'écran d'un smartphone. Le grand écran que vous avez devant vous, peut-être qu'il est très agréable et qui peut supporter et afficher un niveau de résolution et de qualité supérieur à 1K, à 4K au cinéma. Mais sur un écran de smartphone, il n'y a aucune différence perceptible à l'œil humain. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on appliquait ce niveau de résolution sur tous les smartphones à l'échelle de la France? On s'est aperçu qu'on diminuerait de 59% nos émissions indirectes et de 13% l'empreinte carbone totale des opérateurs télécoms. Ça fait rêver, on se dit, mais pourquoi? Mais que faites-vous? On ne le peut pas, parce qu'il y a un obstacle réglementaire au niveau européen qui s'appelle le règlement sur la neutralité du net, que je ne remets absolument pas en question, qui répond à des grands enjeux de liberté d'expression, de liberté, d'égalité d'accès au contenu, mais qui a cet effet indésirable qui fait que les opérateurs télécoms ne peuvent pas agir tout seuls. Donc nous sommes David, et il faudrait que les Goliaths, c'est-à-dire les 5 grands fournisseurs de contenu à l'échelle mondiale, les Netflix, Akamai, Google, Facebook, Amazon, eux, fassent des offres qui limitent directement le niveau de résolution des images à 480 pixels. Et on aurait ce résultat formidable en termes d'empreinte carbone. Donc on en a parlé évidemment aux différents responsables ministériels, aux différentes administrations. On vient de disposer de ces chiffres, hein, donc ils sont tout neufs, ils sont tout nouveaux. Et on voudrait inviter chacun à y réfléchir dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne. Merci. Voilà, tout le monde est nécessaire pour jouer le jeu dans l'écosystème. Maya-Noël, vous voulez ajouter un petit mot sur la vision européenne du numérique ou comment, voilà, vous qui êtes aussi c'est vrai qu'on est très engagé, très présent à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Et c'est là où je me dis qu'on peut vraiment lier à la fois transition numérique et transition environnementale. Les deux peuvent vraiment aller avec. Il y a pas mal de textes qui sont en discussion, notamment le texte de la réglementation de l'IA. Et dans l'IA, l'intelligence artificielle, donc il y a le traitement de la donnée, et il y a une vraie réflexion qui est faite sur comment est-ce qu'on a un usage de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut créer un usage sobre, et comment est-ce qu'on peut créer une IA responsable, notamment d'un point de vue environnemental. Et c'est un peu la force qu'on a en Europe... pour reprendre un peu et d'ailleurs on travaille beaucoup avec CC Discount sur ces sujets-là, ce qui nous différencie peut-être aujourd'hui, c'est les valeurs qu'on a dans le numérique qu'on crée et qu'on développe aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui va nous permettre de créer vraiment des champions européens. C'est par toutes ces valeurs à la fois environnementales, éthiques, sociales qu'on véhicule, qu'on va pouvoir gagner la guerre des talents, qu'on va pouvoir s'ouvrir des nouveaux marchés parce qu'aujourd'hui le consommateur est d'autant plus responsable. Et ça, c'est vraiment un mouvement qu'on voit à l'échelle européenne très très fort, parce qu'on collabore, nous, on est France Digital, mais on a plein d'homologues au niveau européen avec qui on discute énormément, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, et on voit vraiment que c'est un mouvement qui se crée, et nous, on a sorti un baromètre des startups à impact. Donc ça veut dire quoi, une startup à impact? C'est une startup qui répond aux objectifs de développement durable, donc nourrir, l'accès à la santé, tout ça, et il y en a de plus en plus qui se développent, il y a une véritable mouvance. Et donc je suis persuadée que ça passera en partie par les startups et que c'est vraiment peut-être au niveau européen, ces valeurs, c'est ce qui va nous sortir notre épingle du jeu. Merci. Alors on entend dans les petits mots de conclusion un dernier message, Delphine Jamet. Hier j'étais à la Commission européenne en fait, parce que les villes étaient reçues par Thierry Breton pour pouvoir écouter nos attentes notamment. Donc, quand on parle de numérique responsable, et vous l'avez très bien dit, c'est socialement et écologiquement responsable. Et dans le numérique, on ne peut pas enlever le côté social, notamment aussi. Et je pense que c'est vraiment important. Et je pense qu'on peut vraiment, effectivement, avec l'Europe, parce que derrière, l'une quand même des meilleures réglementations qui a été faite, c'est celle sur le RGPD. Je pense que même si on ne parle pas... c'est des solutions pour la planète, mais la planète, il y a l'humain dedans, et je pense que la protection des données personnelles, ça a été vraiment fondamental. Et aujourd'hui, on va pouvoir peut-être canaliser les Google, les Facebook, etc., grâce à ce règlement. Et sur l'IA, c'est pareil. La question de la transparence des algorithmes,
est aussi une question fondamentale. Et de cette transparence des algorithmes, on va pouvoir aussi voir l'impact environnemental de l'algorithme, parce que combien ça consomme, etc., etc. Donc on a besoin d'avoir ça, et je pense que l'Europe en a conscience. En tout cas, le commissaire Breton a l'air d'en avoir quand même bien conscience. Et donc je pense que au niveau européen, moi je suis plutôt satisfaite. C'est-à-dire que c'est long à mettre en œuvre, très clairement, c'est très long, mais en tout cas, on avance bien, et surtout, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même limiter cette longueur des règlements, parce que la technologie avance plus vite que le fait de mettre en place les règlements, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience, tant des entreprises que des pouvoirs publics, me semble-t-il, sur ce sujet. Donc ça, c'est plutôt positif. Enfin, moi, pour le coup, j'avoue que le monde du numérique est certainement le plus disruptif qui soit dans le monde économique. Et donc, c'est pas celui qui me pose le plus de soucis sur la transition écologique et sociale, où je me dis qu'on est en mesure d'y aller et de le faire assez facilement et rapidement, en fait. Il y a l'agilité qui va avec. C'est ça qui va avec, et qu'on n'a pas forcément dans d'autres milieux économiques. Dans d'autres économies plus traditionnelles aussi. Je suis pas positive sur tous les domaines de la transition écologique mais là aussi, et sociale. Ça bouge. Il faudrait que je vous embarque dans mon club APM. Vous verriez, il y a quand même des lignes qui bougent aussi. Partout, en fait, un peu. Hein, donc, si chacun bouge déjà là où il est, ça fait bouger les lignes autour. Mais celui-là va un peu plus vite que les autres, je pense. Merci pour ce témoignage. Je vous propose pour le mot de conclusion qu'on entende bien encore Caroline, dont je n'ai pas retenu le nom de famille, évidemment, parce que je ne vous connaissais pas avant tout à l'heure. Et puis, on terminera par monsieur. Voilà. Je rebondirai sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que le numérique, en fait, quand on en parle, il y a plein de façons d'en parler. On peut être vraiment très axé sur la technologie, sur l'économie numérique et donc le e-commerce, la publicité, etc., sur le rôle dans la société. Donc, en fait, il y a plein de prismes. Ce qui est extrêmement important, c'est ce que vous disiez, c'est un écosystème qui est en mouvement. C'est un écosystème qui aujourd'hui pose certains sujets, mais pour lesquels beaucoup d'acteurs ont une vision. L'écosystème est très riche, et donc on est convaincu qu'il est possible de faire bouger ça très vite et de concilier la transition numérique, écologique, la performance économique, que c'est pas du tout antinomique, que c'est vraiment des choses qui sont à notre portée de main à partir du moment où on s'engage et on agit. Voilà. Merci. J'oublie aussi un petit mot pour Lisa Bellulo, peut-être quelque chose que vous auriez envie de dire. Vous n'avez pas encore dit ce matin. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi d'énergie renouvelable, donc je pense que c'est un des volets sur lesquels il est important de s'engager. Comme Régis Castagnier, on a aussi des engagements assez forts dans ce domaine. On s'est engagé à 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et on a commencé fort avec 100%. Simplement, on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait parce qu'il n'y a pas encore d'offres disponibles de long terme en France. Donc c'est peut-être aussi un des sujets qu'il faudra adresser. Mais en tout cas, la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale aussi, travailler avec les associations, c'est une de nos marques de fabrique et on pense que c'est important d'y contribuer chacun avec nos efforts. C'est aussi l'une des leçons de Glasgow. L'importance du relais du secteur privé. Les États s'engagent, mais les entreprises aussi à leur côté avec leur savoir-faire. Et c'est aussi une valeur forte pour l'engagement de nos salariés. Maintenant, quand on recrute les jeunes générations, en fait, ils nous mettent en concurrence. Ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites pour le climat? On veut y croire, sinon c'est pas chez vous qu'on viendra. Donc je trouve que c'est un message aussi pour les jeunes générations et un message pour l'engagement des salariés. On en parlait pour le foncier tout à l'heure, qui oblige, ou la consommation qui oblige les entrepreneurs et les dirigeants à se poser la question. De la même façon, le recrutement, les difficultés de recrutement en ce moment sont des vrais points de bascule, parce qu'on les voit partout. Alors Régis Castagnier, peut-être pour conclure cette table ronde donc sur le numérique en soutien de la relance et de la transition écologique. Dernier message. Alors pour ma part, je viens de passer 2 jours au World Impact Summit et je vous avoue que je ressors avec beaucoup d'énergie parce que je trouve qu'il y a l'humain, en fin de compte, chacune des initiatives qu'on a pu voir et dont on a pu discuter, il y a des vrais sujets qui sont vraiment portés par des hommes et des femmes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un petit peu l'effet colibri dont vous parliez tout à l'heure, c'est que c'est à chacun d'entre nous, quelle que soit notre responsabilité, de faire évoluer les lignes. Et on a la technologie, on a cette capacité à le faire. Tout le monde a bien compris cette urgence climatique.
comment chacun d'entre nous peut contribuer à son échelle à faire bouger les lignes. Et je pense que c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Les solutions, elles existent. Merci beaucoup à tous les 5.